Donc je pose mon téléphone, je suis à la serviette, je pars peut-être 1 heure ou 2 dans les toboggans, tu sais, je m'amuse et tout, et je reviens à la serviette, donc je m'allonge et je vais pour regarder vraiment l'heure sur mon téléphone, et là je vois plus 99 Shopify. Tu sais, je bug, je me dis mais c'est un truc de malade. On était encore en quart de finale, donc l'équipe de France, j'avais commandé 200 maillots, mais déjà avec la 2e étoile. Soit on gagnait pas la Coupe du Monde et je perdais tout, soit je vendais tout et je marchais bien. J'avais un peu la boule au ventre, on arrive en demi-finale, on gagne, pareil la finale on gagne. Et franchement, dans les 24 heures, j'ai vendu mes 200 maillots. Pareil, je suis sur mon téléphone à fond et je vois pas énormément de visites quand la promo commence. Quand j'ai converti, je crois à ce moment-là, à 8-10% de taux de conversion, donc oufissime. Et on fait, je crois, 20 000 € en 2 ou 3 heures. Et on finit à 70K en 24 heures. Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel interview. Je suis avec Lenny. Bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Déjà, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Donc, je m'appelle Lenny, j'ai 24 ans. J'habite en région parisienne. Je viens d'emménager sur Nice il y a peu de temps. Donc, j'ai commencé le e-commerce il y a environ 3 ans, à l'époque du confinement. Et jusqu'à maintenant, j'ai pu réaliser plus ou moins 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Incroyable. On va commencer par le début. 3 millions de chiffre d'affaires en 3 ans. T'as quel âge aujourd'hui? 24 ans. Explique-nous un petit peu ton parcours. À quel moment dans ta vie est-ce que tu as réalisé que tu avais cette envie de peut-être lancer des business, avoir un parcours un petit peu différent? En fait, moi, j'ai voulu toujours être entrepreneur parce que j'ai mon père qui a toujours été dans l'entrepreneuriat, qui avait ses sociétés, etc. Donc, moi, je voulais faire pareil, vraiment être mon propre patron, avoir une liberté financière, pouvoir voyager, faire mes propres horaires, etc. Et donc, moi, mon premier petit business, entre guillemets, on va dire, j'avais 14-15 ans à l'époque. Donc, en gros, j'avais un contact d'un agent en Chine où je vendais pas mal de vêtements de réplique et de chaussures de réplique, mais de haute qualité. Donc, j'avais créé un Snapchat, etc. à l'époque où je vendais avec des amis à moi, à droite, à gauche, mais c'était vraiment que sur commande, j'avais pas de stock. Donc, j'ai commencé sur ça, j'ai commencé à faire mes premières centaines d'euros. Et ensuite, là où j'ai vraiment bien marché, c'était en 2018 à la Coupe du Monde. Donc, j'étais là dans les premiers à faire les maillots de nations pour la Coupe du Monde. Donc, j'avais commandé du stock parce que ça se vendait rapidement. Et une petite anecdote où j'ai vraiment bien marché. On était encore en quart de finale, donc l'équipe de France. J'avais commandé 200 maillots, mais déjà avec la 2e étoile. Ouais. Donc c'était vraiment un coup à prendre. Donc soit on gagnait pas la Coupe du Monde et je perdais tout, donc ce que j'avais gagné jusqu'à maintenant, soit je vendais tout et je marchais bien, quoi. Donc j'avais un peu la boule au ventre. On arrive en demi-finale, on gagne. Pareil, la finale, on gagne. Et franchement, dans les 24 heures, j'ai vendu mes 200 maillots. Et c'est là où j'ai fait mes premiers milliers d'euros de chiffre. Et t'as quel âge à ce moment-là? J'avais 18-19 ans. C'est ça, ouais. Okay, ouais. Et pour faire les stocks, comment t'as eu cet argent là, c'est beaucoup mes parents qui m'aidaient à ce moment-là. Et après, je leur faisaient confiance. Ils me faisaient confiance à ce moment-là. Ils ont vu que ça marchait à l'époque. Ouais. Et c'était la Coupe du Monde, c'était l'engouement, etc. Tous les gens voulaient son maillot. Donc ça a commencé à bien marcher. Et bon, après, je leur ai rendu l'argent, quoi. Tu leur as filé une petite partie du bénéfice ou... même pas. En parallèle de ça, tu vas au lycée, c'est quoi ton parcours scolaire? Alors moi j'ai eu un parcours scolaire assez différent parce qu'en gros à l'âge de 13-14 ans j'étais en centre de formation, donc dans un sport-études dans le foot. Donc en gros ça s'est passé sur 2 ans, donc j'ai fait ma 4e en France et ma 3e c'était 6 mois en Espagne et 6 mois en Angleterre. Donc le parcours scolaire était différent parce que c'était avec le CNED, tu sais, c'est les cours à distance. Donc en gros j'avais école seulement le matin, genre 2-3 heures, et j'avais un professeur pour vraiment toutes les matières. Donc c'était assez compliqué, donc je suis parti très jeune de chez moi, j'ai très vite quitté ma famille, etc. Et je rentrais très peu. Donc tous les 2 à 3 mois parce que le week-end, donc j'avais école le matin, foot l'après-midi et les matchs le samedi, quoi. Donc c'était très compliqué. Ensuite après ça, donc ça a débouché sur rien. J'ai eu mon brevet quand même. J'ai fait donc une scolarité normale, donc une seconde normale. J'ai changé de lycée, je suis passé en première bac pro commerce et ma terminale, j'y allais pas, j'y allais jamais. J'étais vraiment pas focus avec l'école. Pourtant ma mère elle me poussait énormément. Je me suis arrêté à 3 mois du bac. J'ai tout lâché. En plus c'est la période où je venais d'avoir le permis. C'était les premières sorties, les copines, les copains, les fêtes. J'étais vraiment pas dedans, quoi. T'arrêtes le bac, tu fais quoi? Donc après le bac, j'avais l'un de mes meilleurs amis qui était gérant d'une crêperie. À cette époque, il voulait lâcher parce qu'il était parti sur autre chose. Je me suis dit, c'est peut-être une opportunité, je vais me lancer. Sauf que je connaissais rien à la restauration. Donc j'ai passé mes diplômes, des brevets pour l'hygiène, etc. Je passe mes diplômes, on fait pas mal de travaux donc, pendant l'été. Et arrivé au mois de septembre, donc on ouvre la crêperie. Et ce qui était bien, c'était super bien placé. C'était sur une grande avenue sur Paris. Et en gros, j'étais en face d'un lycée. Donc pas mal de clients, etc. Donc on commence, au début ça marchait bien, etc. Et je me rends compte que le milieu de la restauration, c'est des grosses horaires. Donc j'ouvrais le matin à 8h, mais il fallait que je me lève à 6h pour faire les courses. Je fermais à 18h. Ma mère m'aidait beaucoup et j'ai pas énormément délégué à cette époque-là. J'avais pris mon cousin, etc. Donc je me débrouillais vraiment moi-même. Et au bout de 7-8 mois, je me suis rendu compte que c'était trop de travail. Et j'étais très jeune, donc je venais d'avoir 19 ans, j'avais pas assez d'expérience dans le domaine, donc j'ai mis la clé sous la porte, quoi, au bout d'une demi-année, un petit peu plus d'une demi-année. Quoi. Tu loupes ton bac. Ouais. Tu loupes ton premier projet entrepreneurial. Exactement. Là, qu'est-ce que tu fais? T'es au fond du bac, t'essaies de rebondir? Franchement, pendant 3-4 mois, je fais rien. Et en fait, on arrive au mois de juin-juillet. J'étais toujours dans le foot, mais un peu de loin, on va dire. Alors, je pensais plus à aller tellement loin, etc. Parce que c'était plus possible d'arriver à 19 ans, 20 ans.
Il y en a très peu qui percent à ce moment-là, quoi. Je joue dans l'équipe de ma ville, à un petit niveau classique, quoi. Et je retrouve un ancien coach à moi qui était très proche de moi à l'époque, qui m'avait envoyé justement dans mon centre de formation à l'époque. Donc il me dit ça t'intéresse toujours les foot, t'as toujours un bon niveau, etc. Ça t'intéresserait de rentrer dans une académie en Écosse. Je dis bah écoute pourquoi pas, allez on va tenter. Donc je pars en Écosse, je fais 2, 3, 4 tests. Au final il me dit bah écoute on vous sélectionne pour l'académie, pour la nouvelle saison, etc. Donc je pars en Écosse donc au mois de juillet. C'était un contrat d'1 an de base. Donc je me suis dit c'est une bonne opportunité, je vais pouvoir apprendre à parler l'anglais parce que je parlais pas anglais à cette époque-là. Au final pas du tout, parce qu'en fait on était surtout avec des groupes de français, donc j'avais pas forcément l'occasion, mis à part avec mes coachs, de parler en anglais, quoi. Donc ça se passe très mal là-bas, je me suis très mal acclimaté, parce que le temps il est horrible. Il pleut, il neige, il vente, les grêlons, tout le temps au mois d'août il faisait 0 degré, on arrive au mois de novembre, il fait moins 10, moins 15. Jouer sous ces conditions c'est horrible. Donc je me suis mal habitué au pays, surtout j'étais loin de ma famille, j'avais ma petite copine à l'époque, on venait de se mettre ensemble, donc ça passait pas. Donc j'ai fait pareil une demi-saison, je suis resté 6 mois, je suis rentré, j'ai tout abandonné à ce moment-là, quoi. Bon, premier, deuxième, troisième échec. Il n'y a que des échecs. tu restes motivé, tu fais quoi? Je reste quand même motivé, je me dis en fait à ce moment-là ça a été un déclic, je me suis dit faut que je fasse quelque chose de ma vie. Parce que mon rêve ultime c'était d'être footballeur professionnel à l'époque. Donc ça n'a pas fonctionné, tant pis, j'arrivais à un certain âge où c'était plus possible. Donc à ce moment-là, j'avais pour but d'ouvrir une société de chauffeurs privés. Donc je veux passer mes licences parce qu'il faut les licences VTC, etc. Et en fait ça se passe comme le permis de conduire, donc tu as l'examen et après c'est un espèce de code, un examen. Donc je passe la conduite parfaite, mais j'ai pas l'examen. Et là donc encore un échec. En fait c'est pas possible, etc. Je pouvais le repasser mais j'avais plus la motivation et en fait j'avais tellement d'idées à droite à gauche que je me suis dit je vais passer à autre chose. Et donc là on arrive au mois de janvier 2020 et je m'inscris dans 2 agences d'intérim différentes. Donc une semaine après, je suis appelé pour faire de la préparation de commandes chez Amazon de nuit. Donc je me dis ok, très bien, je trouve mon premier travail, etc. Et une semaine après, ou même pas 3-4 jours après, l'autre agence m'appelle pour faire coursier chez La Poste. Donc en gros facteur. Et en fait, j'avais pas le droit à l'époque de cumuler deux travails dans 2 agences différentes. Mais je me dis bon, je vais quand même tenter, ça va me rapporter un peu d'argent pour derrière. Donc je le fais, mais c'était horrible. Je fais 20h, 4h du matin, je reprends à 6h, je finissais à 13h. Donc je travaillais, je dormais. Plus de vie sociale, rien. Et là, le confinement, il arrive. Confinement, donc j'arrête les travail, quoi. À ce moment-là, je suis tout le temps sur les réseaux. Je passe ma vie sur les réseaux sociaux et je tombe sur une vidéo justement de toi sur YouTube, quoi. Je commence à m'y intéresser, mais un peu de loin, on va dire. Et je commence à suivre un peu tous les commerçants sur Instagram, sur les réseaux sociaux de Dubaï. C'était l'époque Dubaï à l'époque que ça a commencé. Et je vois le lifestyle, les vêtements de luxe, les grosses voitures, les hôtels de malades. Je dis putain, mais qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Je comprenais pas. Mais je les suivais vraiment tous les jours. Je voyais des dashboards, etc. Mais je connaissais rien au e-commerce, tu vois. Et à un moment, je vois une story d'un e-commerçant qui fait une story avec son téléphone et c'est un virement Stripe de 86 000 € reçu sur Payoneer. Vous avez reçu 86 000 €. Et en fait ça m'a tellement marqué parce qu'il avait écrit entre guillemets le dropshipping est mort avec des smileys qui rigolent. Et là je tape vraiment dropshipping sur internet, tu sais, et je tombe sur le petit schéma, donc entre l'agent, le client, etc. comment ça se passe. Donc je m'y intéresse de plus près, je veux prendre ta formation mais tout l'argent que j'avais gagné je l'avais dépensé. Parce que moi je suis quelqu'un de très dépensier. Je vais avoir 1 000 €, je vais dépenser 1 200 €. Okay. C'est horrible. Donc je prends pas la formation, je regarde pas mal de vidéos. À l'époque je fais mon premier shop sur Dropeasy. Donc je connaissais même pas Shopify pour te dire. Et je fais mon premier shop, un shop de dégueulasse, horrible. Et j'avais un ami à moi qui connaissait pas mal d'influenceurs. Je me suis dit bah tiens je vais faire un placement de produit. Donc pareil, maman, s'il te plaît, tu peux me dépanner ça. Donc elle me dépanne l'argent pour le placement de produit et en plus de ça j'achète du stock. Donc j'avais jamais testé le produit. C'était à l'époque un produit pour bébé, c'était un espèce de gros pouf où les bébés pouvaient mettre leurs pieds dedans, quoi. Et en fait, la spécificité du produit, c'est qu'il était sur Amazon et AliExpress, mais c'était un assez gros colis au niveau du poids. C'était un bout de tissu en gros. Un bout de tissu que les clients devaient remplir avec de la mousse ou du polyester, etc. Donc moi, je commandais le produit et je faisais moi-même mes propres poufs qui étaient envoyés, gonflés, etc. Donc je fais mon premier placement de produit. Je paye à l'époque l'influenceuse 1 200 € et je fais, je crois, 1 300 ou 1 400 € de chiffre d'affaires. Donc pas rentable du tout. Donc encore un échec de plus. Puis en fait, c'est bon, je suis pas fait pour ça. J'arrête d'entreprendre, je vais aller travailler. C'est pas possible. Après ça, je vais revoir maman. Donc je dis ouais, voilà, j'ai une formation, etc. Il faut vraiment que je la prenne. Ça va m'aider. Donc je prends ta formation. Et franchement, honnêtement, pendant 2-3 semaines, je sors pas de chez moi. Je suis focus vraiment de A à Z. Je monte mon shop, je garde ce produit parce que j'avais encore du stock. Je me dis c'est pas possible, il a un peu marché. Allez, pourquoi pas. Donc 2 mois après avoir fait ta formation, je me mets sur Shopify, je balque sur Shopify. Donc je fais un site beaucoup plus joli avec de l'appel d'urgence, etc. Vraiment plus développé. Et là, je reprends la même influenceuse, donc au même prix à 1 200 €.
Et je me rappelle, je partais en vacances. En gros, la promo était le vendredi, je partais le samedi matin en vacances. Donc la promo se passe très bien. Sur 24 heures, je fais 6 500 € de chiffre d'affaires, donc un x5. C'est ma mère qui a envoyé les commandes du coup le samedi. Moi, j'avais fait mes commandes le vendredi, je suis parti en vacances. Et donc, j'ai pas plus développé ce shop parce que du coup, les vacances quoi. Tu lances un produit, tu perds de l'argent. Tu achètes la formation, tu lances le même produit, avec le même influenceur. la même influ et tu gagnes. Ça, faut que je clippe. Je vais utiliser ça comme pub pour la format, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Non mais ça montre la puissance de connaître les bonnes stratégies, de se former correctement. Parce que ouais, le produit c'est clair, si tu arrives déjà à faire ce genre de chiffre d'affaires en faisant toutes les erreurs que tu fais que tu es débutant, c'est-à-dire que le produit il a du potentiel. Il a du potentiel, exactement. Bien fait de persévérer dessus. Et j'ai pas lâché ce produit parce que j'avais du stock quoi. Ouais, t'étais obligé. J'étais obligé de le vendre, il fallait que je fasse quelque chose. C'est ça qui est bien, des fois, moi j'ai eu le même truc, tu dis que c'est ta mère qui t'a aidé pour acheter la formation. Moi la première formation que j'ai acheté avec la carte de crédit de ma mère. Bon, j'avais de l'argent sur mon compte épargne, j'ai dû aller le prendre, je l'ai remboursé genre 3 jours après. Mais ça me fait marrer parce que c'était un peu le même sentiment où j'ai acheté la formation, je dois réussir à rembourser cet argent. Toi je pense que tu as eu ça, où j'ai acheté ce stock, il faut que je m'en débarrasse quoi. Ah c'est sûr, exactement. Donc, surtout que je devais de l'argent à ma mère et c'était là, j'avais plus le choix, je suis passé que par des échecs. Et avec la formation, j'ai adoré quoi. Enfin, j'ai kiffé le concept du commerce, etc. Tu continues, 6 500 € de vente. 6 500 € de chiffre d'affaires, exactement. J'imagine que c'est que le début. Qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est ça. Par la suite, donc je continue pas ce produit parce que je suis en vacances. Et donc je prends cet argent pour aller en vacances. Qui était une grosse erreur à l'époque. Je crois que je gagne peut-être 3 000 € sur la promo. Donc je pars en vacances. Et en fait, j'avais un cousin à moi qui est venu avec nous en vacances. Et il se trimballait tout le temps avec des produits qu'il achetait sur Wish. Mais tout plein de produits, des conneries à droite, à gauche. Et à un moment, il me passe les bougies d'oreille à cette époque. Et moi, je calcule pas plus que ça le produit. Et un soir, on est posé. Je suis avec tous mes amis. On faisait un barbecue. Je sors les bougies. Je dis, tiens, on va tester. J'en avais une dizaine. Donc on commence à tester. Moi, je la teste. Et je me dis, putain, c'est un truc de ouf. Tu sors la cire. En plus, tu sais, c'est marrant parce que tu t'amuses un peu avec tout le monde là. Toi, t'as plus de cire que lui. Et ça part un peu comme un jeu. Et là, avant de me coucher, je dis, putain, mais peut-être le tester ce produit. Chercher en plus un produit à cette époque, tu sais, sur AliExpress tout le temps. Je me dis, putain, je crois que je vais tester ce produit. Je dis rien à mes potes, rien. Je m'enferme pendant, je crois, 48 heures. Pareil avec la formation et tout, je fais un site, un truc. Donc je fais le site en 48 heures, donc je m'amuse pas. Ils sont sortis en soirée, la plage, la piscine, pendant que je suis en vacances. J'étais au début août. Et donc là, par le biais d'un ami qui me met en relation du coup avec Nathan de NS Media, je lui présente le produit, je lui envoie mon site. Il me dit voilà, t'as combien de budget? Je dis un peu serré, 1500, je peux aller jusqu'à 2000 €. Il me dit ok, voilà, on va tester, on voit le produit à telle adresse, à tel influenceur. Je dis ok. Et Nathan il me dit ok, l'influenceur place le 11 août. Je rappelle la date. Et donc le 11 août, je suis avec 2 téléphones, Instagram, Snap, j'actualise tout le temps. Mais vraiment, je passe ma journée sur téléphone. Pas de promo. Nathan il me dit non, c'est demain, il a décalé, etc. Le 12, pareil, tac. Le 13, pareil. Le 14, à la fin, je calculais plus. On arrive le 16 août, mais j'avais toujours un œil sur le téléphone, avec toutes les 2-3 heures, j'essaie de regarder. On est dans un parc aquatique à ce moment-là. Et donc je pose mon téléphone, je suis à la serviette, je pars peut-être 1 heure ou 2 dans les toboggans, tu sais, je m'amuse et tout. Et je reviens à la serviette, donc je m'allonge et je vais pour regarder vraiment l'heure sur mon téléphone. Et là, je vois plus 99 Shopify. Tu sais, notification est plus 99. Tu sais, je bug, je me dis, mais c'est un truc de malade. Et en fait, j'ai le réflexe, je vais pas sur Shopify en premier, je vais voir la story de l'influenceur. Il m'a fait une story vraiment de malade, une promo de malade. Je vais sur Shopify, je vois, je suis à plus de 2000 € de chiffre d'affaires en l'espace de 1h30, 2 heures. Je suis en putain, c'est un truc de mal, je paye l'influenceur 2000 €, je suis déjà à 2000 €, il me reste 22 heures de promo. On peut faire un bon score. J'appelle ma mère, mon père et j'entends tout le temps les gling. Et cette journée-là, j'ai pas dormi de la nuit. J'étais constamment, j'entendais les gling. En fait, ça me réveillait, je m'assoupissais, ça me réveillait. C'était une journée incroyable, une nuit magnifique. Et donc en 24 heures, on fait 12 000 € de chiffre d'affaires. Donc par la suite, moi, je dis à Nathan, écoute, voilà, Nathan il me dit on va replacer, etc. Je lui dis attends un petit peu, parce qu'à l'époque Stripe c'était sous 7 jours, donc j'avais pas les fonds nécessaires, fallait que je paye mon agent pour qu'il envoie les commandes, pouvoir payer Nathan pour les placements de produits. Donc on attend, je crois que c'est 10 jours après, on teste, mais le premier placement c'était un garçon. Là on teste une autre communauté sur une fille. On teste, pareil, je crois que c'est aux alentours de 2000 € la promo et on fait plus de 10 000 € de chiffre d'affaires. Là on est déjà à plus de 20 000 € de chiffre d'affaires en l'espace de 2 promos. Nathan il me dit t'as quand même peut-être un bon produit là, il va falloir faire quelque chose. Début septembre, on reteste 3-4 petits influenceurs, mais un peu plus petits, des influenceurs 5, 6, 700 €. Pareil, ça marche, 3, 4 000, 5 000 € de chiffre d'affaires. Je me dis putain, c'est ouf. Là, c'est la première phase où on dépasse les 50 000 € de chiffre d'affaires. Donc moi, je suis content et je connaissais pas encore tellement le scaling parce que c'était mon premier produit quoi. Nathan me dit bon voilà, il va falloir envoyer du lourd. On va envoyer. Je dis bon écoute, allez, je te suis. Hein. Et là, on prend tout le monde, tous les influenceurs. Mais ça marchait avec tout le monde. Je prends franchement
j'ai eu 99% de promos rentables. J'ai pas eu une promo pas rentable. Tout marchait. Nathan me propose d'envoyer donc du lourd, pas mal d'influenceurs. Je dis bah écoute, je te suis, let's go. Donc on book tout le monde. Donc moi je me protège, j'ouvre 3 comptes Stripe, 2 comptes PayPal, un compte Molly. Et en fait ce que je faisais sur mes promos pour pas avoir tout bloqué, parce que sinon tout s'arrêtait. Donc je faisais pendant 2 heures j'avais un Stripe, 2 autres heures un autre Stripe, après je passais sur le Molly, après changer de PayPal. Donc ça a été que ça pendant un mois ou 2. Donc après bah la concurrence commence à arriver. Beaucoup de e-commerçants font des promos, etc. Et donc là Nathan il me dit bah il y a possibilité de posséder des exclusivités sur les influenceurs. Donc à ce moment-là on avait déjà fait 2 semaines de promo, on avait pris plus ou moins tout le monde, on savait qui marchait et qui marchait le mieux surtout. Donc on décide de poser des exclusivités sur les influenceurs les mieux rentables à ce moment-là. Et donc je crois que les 15 premiers jours on atteint un petit peu plus de 300 000 € de chiffre d'affaires. Donc après les premiers problèmes arrivent parce qu'on arrive au 1er octobre je crois. Et donc c'est à l'époque où c'est des jours fériés en Chine. Donc du 1er au 4 octobre, donc pendant 4 jours ils n'envoient pas les commandes. Et plus il y avait déjà des retards de livraison avec le Covid. Donc ça a été vraiment compliqué. Donc je décide de changer d'agent parce qu'elle assurait pas mon agent. Elle était vraiment débordée et elle était à l'ouest quoi. Et en fait un agent, un français, m'avait contacté au mois de septembre sur ma boîte mail. Il me proposait ses services. Et donc je décide de l'appeler vraiment en urgence. Je dis voilà écoute j'ai plus de 10 000 commandes en traitement. C'est pas possible, il faut vraiment que tu me sortes de là. Il me dit écoute t'inquiète Lenny ça va bien se passer, je m'en occupe. Et franchement il a vraiment géré parce qu'il m'a sorti la tête de l'eau. Surtout que le SAV en plus à ce moment là c'était une catastrophe. J'ai dû prendre ma mère, ma soeur, ma copine, acheter des ordinateurs à tout le monde. Et vraiment chez moi c'était un bureau quoi. Et donc voilà les premiers problèmes. En plus de ça j'ai eu pas mal de problèmes parce que pas mal d'e-commerçants en fait ils faisaient le même shop que moi mais avec un URL différent avec ircandle.ircandle. On me l'a fait plein de fois. Donc on m'a fait ça et en fait ils mettaient même ma boîte mail et ils envoient pas les SAV. produits. Ils envoyaient pas les produits. Donc en fait je me retrouvais avec tous les problèmes de tout le monde. Donc c'était une catastrophe. Donc là pas mal de mauvais avis. Et donc à ce moment-là après ça je pars à Dubaï. Donc là je pars à un mastermind où je rencontre vraiment pas mal de monde. Et je rencontre pour la première fois du coup Nathan où on échange pas mal etc. Donc c'est là où je me fais un gros réseau et j'apprends pas mal d'un peu tout le monde, donc pas mal de tips pour la suite quoi. En revenant de Dubaï, donc j'avais des idées plein la tête, pas mal de tips, donc je mets en place ce qu'on m'a dit de faire quoi, plus ou moins. Je me rappelle d'une phrase que Nathan me dit, je crois qu'à cette époque on avait passé le demi-million de chiffre d'affaires et il me dit ouais j'ai emmené plusieurs marques au million, on va emmener la tienne aussi. Et pour moi à ce moment-là c'était ouf, de faire 1 million de chiffre d'affaires, je pensais que c'était pas possible quoi, je pensais que voilà j'avais fait 500 000 €, ça y est ça allait s'arrêter. Et là ça commence à être un objectif à réaliser et qui était justement réalisable. Donc on continue les promos etc. Et on arrive à Halloween, donc le 31 octobre où je décide d'un peu innover. Donc je fais des bougies d'oreilles orange. À l'époque personne ne les faisait et ça n'existait pas. Prendre le produit, je fais faire des stocks. Donc on lance là avec des influenceurs. Et là, ça a été un carton. Et après ça, le problème que j'ai eu, qui m'a fait un peu descendre la marque, c'est je me lève un matin, je vais sur Snap et en Discovery, Brut Magazine avait fait un article où ils descendent Ircandle. Donc j'avais pris vraiment les problèmes de tout le monde. Ils avaient fait un article sur moi. Ircandle, c'est de la merde, ça marche pas, c'est nul, ils envoient pas les commandes, c'est une catastrophe. Et là je me dis limite en pleurs, j'étais à plus ou moins 600 ou 700 000 € de chiffre d'affaires. Je dis non, je suis à 300 000 € de mon rêve quoi on va dire. Parce que c'est devenu plus un rêve qu'autre chose après. Je me dis ça y est c'est fini, je dis attends ça y est c'est mort, on arrête. Au final on décide de rebooker des influenceurs et en fait ça m'a donné un coup de jus parce que je crois qu'on fait 300 000 € en 15 jours. Et donc on arrive au million de chiffre d'affaires en exactement 80 jours. Je me rappelle même d'un truc parce que Nathan il me dit tiens on va booker la plus grosse influenceuse, si ce n'est la plus grosse influenceuse du marché de niveau télé-réalité. Je dis ok écoute mais moi j'étais pas trop chaud, c'était je crois 9 ou 10 000 € la promo. Je dis écoute là on plaçait que des placements entre 600 et allez le plus gros il était à 5 000 €, ça faisait un peu peur quoi. Je dis écoute là tiens on a le placement samedi. Et jusqu'à maintenant je lui faisais confiance parce que tout ce qu'il m'avait dit de faire et tout ce qu'il m'avait placé j'ai été rentable donc pourquoi pas lui faire confiance. Je dis ok on book. Pareil, je suis sur mon téléphone à fond et je vois pas énormément de visites quand la promo commence, mais j'ai converti, je crois, à ce moment-là à 8-10% de taux de conversion, donc oufissime. Et on fait, je crois, 20 000 € en 2 ou 3 heures et on finit à 70K en 24 heures. Donc ça a été vraiment la journée record à ce moment-là. Et je me rappelle, c'était le samedi et le dimanche, pareil, donc a fini sa promo. Et j'avais pris 2-3 influenceurs et on finit à plus de 100 000 € donc, en 48 heures. Donc ça a été le week-end record où là, ça a été ouf. Et pareil, une petite anecdote où quand je fais mon million de chiffre d'affaires, en gros, j'étais avec des amis à moi, donc je crois que j'étais à 996 ou 997 000 € de chiffre d'affaires. Et on était tous dans un bureau, etc. J'avais mis le rétroprojecteur, tu sais, avec le dashboard Shopify où j'actualisais toutes les 5 minutes. Et à ce moment-là, je suis genre, la dernière commande, elle voulait pas arriver, je crois qu'il était 22 ou 23 heures. J'étais à 2 doigts de me faire une commande moi-même pour que ça passe. Et j'attends vraiment 5 coups, je me dis putain, j'ai un bug et tout, pas à ce moment quand même pas. Et là, le million qui passe, et là, on va s'amuser toute la soirée. C'était vraiment. Combien de temps du coup ? Vraiment, en 80 jours exactement le million de chiffre d'affaires. Ça a été vraiment oufissime et moi, limite,
je pleurais, c'était un... Là, tu passes d'échec en échec sur quoi, 3-4 ans de ta vie où il n'y a rien qui marche. Vraiment. En 80 jours, faire 1 million de chiffre d'affaires. Et en termes de marge, t'arrives à dégager quoi comme bénéfice là-dessus? On tournait un petit peu moins de marge parce que j'avais un petit panier moyen. Donc je tournais à 20-22% de marge sur ce produit, quoi. Ok, et de là tu fais quoi? Tu continues à travailler sur ce produit? Donc là je continue, pareil, donc le Black Friday, etc. Mais avec beaucoup moins de placements parce que ça commençait à redescendre un petit peu. Donc là je me dis, il me restait du stock. Je me dis pourquoi pas le ramener en France et tenter quelque chose en France avec de la livraison 48 heures. Donc je fais développer vraiment un très beau site. Je fais des shootings photos, je prends des locaux en France, je prends une équipe, je développe la marque en France. Donc ça a mis un mois et demi, donc je continue un peu mes promos au mois de novembre, au mois de décembre à Noël. Je fais faire des box, je rajoute des produits complémentaires. J'avais fait, je me rappelle, un beau site rouge, un peu avec des Pères Noël, des flocons qui descendent sur le site, un truc assez sympa, quoi, qui avait bien marché aussi. Et arrivé au mois de janvier, donc j'ai le stock, j'ai les locaux, etc. On s'installe et je me dis tiens là, on va peut-être développer en physique. Donc je commence à contacter des barbeurs, etc. Donc les barbeurs mettent mon produit dans leur salon et pareil en pharmacie, parce que j'avais un contact d'une amie à moi sa mère travaillait en pharmacie. Donc je dis écoute, pourquoi pas tenter, et à la fin on a tourné peut-être une trentaine de pharmacies sur Paris, quoi, et une dizaine de barbeurs. Donc après ça, donc le produit commence à s'essouffler un peu, donc on marchait beaucoup plus en physique qu'en ligne, quoi. Et donc tu arrives à pousser cette marque jusqu'à combien de chiffre d'affaires avant de te concentrer sur d'autres produits? Après je me suis un peu mis à l'étranger. Donc j'ai fait l'Espagne qui a très bien marché aussi, mais pas d'aussi gros chiffres qu'en France. Je fais les UK où ça marche pas mal et les US. L'Italie ça n'a pas marché du tout. Donc plus ou moins en 6 mois on réalise environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires au total sur l'étranger et la France. C'est quoi les choses que tu as découvert au fur et à mesure de ton parcours dans le e-commerce qui t'ont permis d'améliorer les performances de ton site ou de ton business? Quels ont été les grands apprentissages pendant cette période? Ça a été beaucoup grâce au réseau. Beaucoup grâce à Nathan aussi, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a donné beaucoup de chips et qui m'a avancé pas mal de choses sur ce projet, quoi. Ça a été vraiment mes rencontres qui m'ont fait améliorer. Et t'as appris quoi? C'est quoi les choses qui ont vraiment été les points clés pour réussir à aller encore plus loin? Déjà la motivation, et après même des petits tips où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait faire parce que moi sachant que j'avais pas SMS Bump, ni je faisais pas d'emailing. Okay. Donc il m'a mis mes SMS Bump et mes emailing. C'est dans la formation, ça. Ouais. Fallait regarder en entier. Je l'ai regardé pourtant, mais tu sais, c'était le premier, en fait, ça s'est passé tellement vite. Ouais. Que j'avais tellement de choses à penser, le SAV, mon agent, en plus je dormais très peu parce que je m'étais réveillé à 2-3 heures du matin. Ah ouais. Pour vraiment donner les instructions à mon agent, payer mes commandes pour que ça parte le plus rapidement possible, parce que vraiment on était dans le jus. Et moi je me rappelle, mon agent m'envoyait des vidéos et c'était sur une grande table, il y avait peut-être 15-20 personnes qui emballaient les commandes et tout, c'était un truc de malade. Et au final, tu vois, avec ce produit on a fait plus de 80 000 commandes, quoi, en l'espace de 80 jours. Tu penses que c'est quoi qui a fait la réussite de ton offre d'un point de vue marketing? Qu'est-ce qui faisait que vraiment ton produit a aussi bien fonctionné? Il y avait un aussi bon taux de conversion sur ton site? C'était quoi les arguments marketing? Qu'est-ce qui a vraiment fait fonctionner tout ça? Après, je pense que le produit il donnait envie aussi parce que il donnait déjà envie de regarder la flamme, tu sais, on voyait pas ça partout, la flamme, la cire qui sortait. Et plus les gens, ils faisaient même un jeu entre eux, toi t'as plus de cire que moi, etc. Donc ça a été beaucoup un jeu. Et pareil, il y avait plein de couleurs, donc le produit donnait pas mal envie, quoi. Et j'avais un tarif vraiment très bas, quoi. Mon premier pack commençait à 10 €. Ah ouais, ok. Et c'était quoi le pitch des influenceurs? Qu'est-ce que tu leur disais de dire justement pour bien mettre en avant le produit? Déjà la promo tout le temps à 2, parce que j'avais quand même des risques ou quoi. Enfin ça brûlait pas, mais on sait jamais comme il y avait du feu. Toujours le faire à 2. Donc généralement, ils adoraient le produit. Donc l'homme faisait, la femme pareil. Et après ils se taquinaient entre eux par rapport à ce produit. Mais ouais, les instructions ça a été de présenter le produit et de faire le produit. Donc tu essayais à chaque fois d'avoir des couples ou des potes? Beaucoup de couples où je leur disais qu'il fallait être toujours 2. Donc souvent ou si c'était pas un couple, c'était des amis. Et donc j'ai même pas mal de belles promos, même drôles. Si tu devais donner vraiment 1 ou 2 conseils pour les e-commerçants, pour les gens qui sont en train de créer leur site, sont en train de chercher leurs produits, en train de faire leur première promo, gérer leur première publicité, ce serait quoi les conseils vraiment techniques que tu leur donnerais? Déjà le conseil numéro 1, c'est de se former, parce que sans formation c'est compliqué. On peut y arriver, mais je pense que la formation a fait 100% des choses, parce que dans ta formation il y a tout. Pour moi honnêtement il n'y a rien de mieux, ça m'a changé. J'ai commencé, j'avais pas de formation avec un produit où je vends mais je suis pas rentable. Je fais ta formation et 1 mois après le même influenceur, la même promo, je fais x4, quoi. Donc je conseille vraiment de se former, c'est la chose primordiale. Et au-delà de ça, tu aurais une ou deux petites astuces spécifiques, genre je sais pas, une application ou une petite stratégie marketing ou une manière de trouver des produits ou une manière de travailler avec les influenceurs, un petit truc qui te différencie et qui t'a permis d'obtenir de meilleurs résultats? Il faut pas avoir peur de prendre des risques.
Parce que c'est en prenant des risques où au début moi j'avais peur. Par exemple comme la promo à 9 ou 10 000 euros, c'est ma promo la plus rentable où on explose tous les scores. Donc vraiment prendre des risques et pas avoir peur. Même si je vais perdre de l'argent, ça peut m'arriver. Je prends des risques. De toute façon sans risque, on n'y arrive pas. Suite à ça, qu'est-ce que tu fais pour te développer encore plus? Tu lances d'autres business, tu persévères sur celui-là. Comment tu te développes? Donc là après j'ai développé sur d'autres business. Tu pars en vacances et tu claques les... Déjà je me suis fait plaisir, mais j'ai fait attention. Ouais. Je me suis fait plaisir, donc j'ai pu acheter mes premières montres, ma première voiture, vraiment une belle voiture. Et en fait après ça, donc je continue toujours l'e-commerce, mais je développe pareil par rapport à un ami à moi qui était dans le business des voitures. Donc je décide de faire de l'achat-revente de voitures où ça marche pas mal. J'ai encore mon activité qui tourne encore actuellement. Maintenant dès que j'ai un produit, je fais pareil, toujours de la recherche de produits, etc. Je le teste toujours en drop et moi je fais les choses différemment, on va dire, parce que je ramène dès que le produit marche, j'ai des locaux en France, donc je ramène dans mes locaux et je fais de livraison sous 48 heures. Et le maximum des produits que je vais lancer, je vais essayer de trouver des produits consommables où les clients vont racheter. Et donc là, tu as plusieurs sites en même temps qui tournent avec ce modèle-là où tu les as dans tes locaux, tu livres rapidement et tu essaies de créer de la récurrence. Exactement, j'ai 2 ou 3 marques qui tournent où j'ai le stock dans mes locaux et pareil, moi je suis spécialisé, on va dire 70-80% sur le marketing d'influence. Donc là maintenant avec le temps le marketing d'influence a baissé un petit peu, donc je suis beaucoup plus focus sur TikTok. Tu fais TikTok ads, organique, avec des influenceurs? Les deux. J'ai fait quelque chose d'organique là récemment cette année à la Saint-Valentin où c'était mon premier shop on va dire en organique qui a vraiment cartonné. J'ai fait des 10 ou 20 millions de vues sur des vidéos qui m'ont rapporté 30, 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires vraiment en full automatique, sans publicité, sans dépenser un euro. Vraiment où c'est moi qui fais mes propres vidéos avec le produit. Ouais, donc c'est toi qui les fais toi-même? Ouais, c'est moi. Et moi j'invente, j'essaye au maximum d'inventer beaucoup de concepts. Je me rappelle j'avais fait un shop où en gros c'était des box avec des ballons. Donc j'achetais des ballons, j'achetais des produits complémentaires, j'achetais mes cartons, j'achetais mon polystyrène, etc. Et je faisais vraiment mes propres produits, donc c'était pas des produits que quelqu'un pouvait concurrencer. Pareil, j'avais fait un shop de tout ce qui est boules de bain, etc. Donc j'avais plusieurs fournisseurs en France et en gros j'achetais chez tel fournisseur les boules de bain roses, les boules de bain bleues, les savons, etc. Et je faisais mes propres box quoi. Donc personne pouvait, on va dire, me concurrencer sur ces produits quoi. Avec toutes ces marques là, en 3 ans, ouais, en 3 ans, ouais, t'as fait combien de chiffre d'affaires et combien de bénéfices? Là, plus ou moins, on a plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires sur toutes les marques réunies, quoi. Et niveau bénéfices, on va dire entre 20 et 25%. Nice. Et c'est quoi tes objectifs là pour les prochaines années? C'est continuer dans cette lancée? Ouais, continuer sur cette lancée, vraiment développer pas mal de marques et j'espère avoir une grosse marque à l'avenir. Tout ça, tu le fais tout seul? On dit que tu avais engagé des personnes de ta famille. Est-ce que tu as des associés, tu as des employés? Comment tu t'organises pour gérer tous ces business? Je suis tout seul dans mes business. Après, j'ai des employés. J'ai quelqu'un qui travaille tout le temps avec moi. J'ai ma mère aussi qui m'aide beaucoup. J'ai pris ma petite sœur, j'ai pris des amis à moi, etc. De temps en temps, quand j'ai un gros de commande, je dis je vais prendre 2-3 personnes pour m'aider pendant 2-3-4 jours, une semaine, 2 semaines, le temps que ça marche. Mais sinon, la plupart du temps, je suis tout seul avec ma petite sœur aussi qui m'aide beaucoup. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui est dans la même situation que toi, où il a envie de lancer un business, il a peut-être déjà essayé, il a peut-être eu 1 ou 2 échecs, que ce soit dans le business ou à l'école, dans sa vie perso, il est un peu en train d'hésiter mais il a envie de se lancer. Tu lui donnerais quoi comme conseil à cette personne-là? De vraiment jamais lâcher. Faut jamais lâcher parce que moi j'ai eu tellement d'échecs et pourtant à des moments je voulais arrêter. Honnêtement, je voulais tout arrêter et plus rien faire. J'ai jamais entre guillemets lâché et jusqu'à aujourd'hui où j'ai trouvé vraiment le métier où je m'épanouis vraiment à 200% dedans. Faut pas lâcher, faut vraiment pas lâcher, même si on va passer par des échecs, des promos pas rentables, on va perdre de l'argent, etc. Qu'est-ce que tu te dis justement dans ces moments-là qui sont difficiles, où tu doutes, tu as envie d'arrêter, tu as l'impression que tu es nul, tu as échec après échec, tu te disais certaines choses, tu te raccrochais à certaines motivations, tu pensais à quoi dans ces moments difficiles? Il y en a beaucoup qui ont réussi, donc pourquoi pas moi? Ces personnes qui ont réussi sont passées par des échecs aussi, et moi maintenant je passe encore par des échecs, mais je me souviens, je me dis en fait regarde, t'as fait Air Candle, t'as eu un produit où t'as tout explosé avec, pourquoi pas maintenant avec d'autres produits ou autre chose? Si t'as réussi à marcher, tu peux le refaire. Si tu devais te relancer aujourd'hui en partant de zéro, tu lancerais quoi comme site et avec quelle source de trafic, avec quel type de produit? Tu essaierais de faire quoi si tu commençais de zéro aujourd'hui? Là, si c'est maintenant en 2023, je partirais sur TikTok en organique, pas de budget quoi. Donc vraiment, j'essaierais de faire un site, d'abord la formation, et après je ferai mes sites moi-même et je commanderai mes produits, je demanderai à des amis à moi de faire plusieurs vidéos pour faire vraiment de l'organique, me faire une petite trésorerie, etc. Et après, pourquoi pas prendre des influenceurs, faire des pubs, des ads, etc. quoi. Comment tu choisirais ton produit? C'est quoi qui est important aujourd'hui pour trouver un produit gagnant selon toi? Moi j'aime bien les produits consommables. Après si demain j'ai un produit en one shot, je le ferai. Je cherche des produits qui sont innovants, qui résolvent déjà un problème. Et j'aime bien les produits qui tapent, on va dire, plus ou moins à l'œil, ou beaucoup les produits cadeaux. C'est ce que je fais beaucoup moi, les produits cadeaux.
Comment tu capitalises là-dessus, sur le fait que ça puisse être un cadeau? Tu le mets en avant dans tes publicités, avec tes mails, quoi. Je le mets tout le temps en avant dans mes publicités. Voilà, exemple à la Saint-Valentin, j'avais fait voilà, cette box à offrir pour votre copine ou votre copain. Là, la fête des mères, pareil. Pour la fête des mères, pour Noël. Tes vidéos, tu les fais comment? Tu déballes le truc, t'as un petit script, comment tu gères ça? Soit je déballe la chose, soit je fais aussi également de la préparation de commande. En gros, on va se filmer, bah voilà, on prépare la commande 305. On a tel produit, on filme les stocks, etc. Tu nous as parlé justement de cette méthode où tu essaies d'importer les produits dans tes locaux le plus rapidement possible. Il y a beaucoup de e-commerçants justement que je connais qui ont pas mal de succès avec des produits qui sont avec un agent qui est encore en extérieur de la France, etc. Et qui veulent avoir des produits qui peuvent livrer en 24-48 heures. Comment est-ce que tu fais ça et comment mettre ça en place? Donc en gros, bah, moi je commande mes produits, je commande tous mes cartons, etc. Donc, t'as un agent en Chine, là où tes produits sont fabriqués. C'est ça. Lui, il est en contact directement avec l'usine, il commande à l'usine. Ça passe par l'agent ou c'est envoyé directement de l'usine? Directement chez moi. De l'usine jusque dans ton centre de logistique. C'est ça. Et le centre de logistique, c'est le tien? C'est moi qui m'occupe de mes domaines. Tu as acheté je loue des locaux. Des locaux, exactement. Ok, tu as tes propres locaux, tu as une livraison qui arrive devant tes locaux. Tu viens, toi, avec ton pote ou un de tes employés, tu prends tous les cartons. On range tout dans les racks, etc. qui sont mis à disposition pour. Ok, et après tu fais comment pour préparer les commandes et pour aussi, tu utilises quoi comme service de poste? Comment tu gères les étiquettes, tout ça? Dès qu'on a des commandes, on a notre table de préparation de commandes, etc. Donc le produit arrive donc sans l'emballage pour livrer après aux clients en France. Donc nous on achète nos propres cartons, notre emballage, les feuilles, etc. On emballe nos cartons. On travaille nous avec La Poste Colissimo, donc livraison entre 48 à 72 heures. Après on peut mettre des fois Chronopost, c'est pareil La Poste, mais en livraison 24 heures. Et ben le soir ou tous les 2 jours, on passe à La Poste. J'ai acheté une petite camionnette, etc. pour vraiment mettre mes colis et on dépose directement dans les centres de logistique La Poste. Ok, et ça te coûte combien par envoi La Poste? Par envoi, tout dépend du poids, donc ça va de 4,95 à... Généralement, mes produits sont pas très lourds, ça peut aller jusqu'à 10 euros, on va dire, de livraison. Là, entre 4,95 et 10 euros, c'est juste en termes de poids que ça change? Voilà, c'est ça, exactement. Ok, et donc là, toi, tu vas avec ta petite camionnette, tu vas dans les tu les mets. Et voilà, je charge le camion le soir et le lendemain matin, je vais à La Poste. Et ça te prend combien de temps par semaine, ça? Quand il y a des grosses commandes, c'est toute la journée. Toute la journée que de la préparation de commandes, et quand on est vraiment dans le jus, voilà, j'appelle des amis à moi ou ma petite soeur ou quelqu'un qui vient nous aider directement sur place et on fait 2, 3 voire 4 tours à La Poste quand il y a vraiment beaucoup de commandes, quoi. Et en termes d'organisation, c'est difficile, genre tu te mélanges pas avec les produits, les commandes, tout ça, t'as un process pour que... J'ai divisé mes locaux en 4, donc en fait j'ai une mezzanine, donc là où c'est vraiment mes bureaux avec mes imprimantes, etc. Et en bas c'est vraiment là où il y a tout le stock. Et ça, tu as commencé direct avec des locaux ou tu l'as fait chez toi à un moment? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de commerçants qui commencent en le faisant chez eux, tout simplement. De base j'ai commencé chez moi avec mon premier produit, donc les pauvres pour bébé, et ensuite Ear Candle, j'ai pris des locaux. T'as dépensé combien pour aménager tout ça? Ça coûte cher? Après la location du local, je paye plus ou moins 800-900 euros. Après pour aménager, c'était moi j'ai aménagé, j'ai fait un petit salon, j'ai ramené mes ordinateurs, mes racks, etc. Plus ou moins 2-3 000 euros, quoi. Et ça te fait économiser combien par commande de le faire toi-même plutôt que d'utiliser un centre de logistique? Ça me fait pas spécialement économiser, je suis plus ou moins niveau prix, mais juste le temps de réhabitude. Mon SAV, des fois, je me dis, il marche pas, ma boîte mail, il n'y a pas de mail. Parce que c'est tellement livré rapidement, les clients ne peuvent pas se plaindre. Et la satisfaction client. Ça te fait pas économiser par rapport au fait de livrer directement depuis ton agent, mais par rapport au fait d'avoir un centre de logistique en France, ça te fait quand même économiser de l'argent, non? Même pas? Ah oui, un petit peu, quand même. Un petit peu, oui. Bien sûr. Moi, je peux te dire que je les ai payés, ces centres de logistique. Mais j'ai pas eu le courage de... Vu que je le fais moi-même, en fait, je paye pas le même prix qu'un centre de logistique, un réel centre. Non, je pense que t'économises clairement. Ouais. Ah oui, bien sûr, ouais. Et puis c'est vrai qu'en plus ils font de la merde, donc une fois sur deux tu tombes sur un mauvais centre de logistique. C'est ça, exactement. Il y a tout qui est en ton contrôle. Ça t'arrive quand même de foirer des commandes? Ah oui, combien de fois ça m'est arrivé de me tromper même avec les bordereaux, etc. Je suis obligé de tout rouvrir et tout remettre. C'est quelque chose que tu recommanderais aux e-commerçants aujourd'hui de préparer les commandes eux-mêmes, ou tu penses que ça nécessite quand même une grosse organisation? C'est quand même une grosse organisation. Je conseille de commencer donc en dropshipping. Et s'ils ont un produit consommable et quelque chose qui marche à long terme, ouais, je conseille vraiment d'importer son stock en France et faire ses propres commandes. Et moi, je le fais parce que c'est quelque chose qui me plaît. En fait, je ferai vraiment attention, je prends vraiment soin de mon client, on va dire. Et même parfois, je vais rajouter plein de petits cadeaux, des trucs, etc. Quand c'est des clients réguliers ou que c'est une grosse commande, je vais rajouter. Nous, sur certains produits, on avait systématiquement des petits trucs qu'on rajoutait dans les colis et qui faisaient une grosse différence en termes de satisfaction client, ou même on mettait des réductions, donc les gens rachetaient, etc. Il y a des choses que tu mets dans tes produits systématiquement, ou c'est seulement pour les
les clients fidèles, ce genre de choses? Ça dépend des shops. J'ai fait des shops donc à la Saint-Valentin où je rajoutais sur mon shop de bain, où j'avais commandé spécialement des boules de bain avec une petite rose, avec un petit mot je t'aime, I love you, ils mettaient ce qu'ils voulaient sur la boule de bain que je rajoutais en plus dans la commande. Ou quand ça va être la fête des mères, je vais faire peut-être une carte spéciale que je vais mettre en cadeau. Ou pour Noël, je vais rajouter quelque chose, peut-être un porte-clés Père Noël. Ça dépend vraiment du shop et de la période. Mais oui, je le fais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui ont envie de se lancer, qui admirent le parcours que tu as pu avoir et qui sont motivées par tout ça. Si tu as vraiment un mot à passer à toutes ces personnes-là, qu'est-ce que ce serait? Vraiment jamais rien lâcher. Et se former, c'est vraiment le plus important. Honnêtement, c'est la formation qui... Arrête, ils vont dire que je t'ai payé là. Non, du tout. Non, mais c'est vrai, c'est la formation qui m'a... Ah, ça fait plaisir. Qui m'a vraiment fait changer, qui m'a donné ce mindset déjà et donné l'envie de rien lâcher. Bon, normalement, la dernière question que je pose, c'est si tu recommandes la formation, mais bon là, j'ose même pas la poser. Franchement, à 200%, hein. Allez-y parce que c'est le meilleur choix que vous pouvez faire. Bah écoute Lenny, merci beaucoup pour ton intervention et merci encore félicitations pour ton parcours. C'est gentil, merci beaucoup. Continuer sur cette lancée. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était Yomi et Lenny, on se retrouve très prochainement sur la chaîne. Allez.